Bonjour à tous et bienvenue dans cette 65e vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors si vous ne connaissez pas cette série vidéo, je vous invite en plus de celle-là à regarder les vidéos précédentes pour bien voir un peu toutes les différentes thématiques qu'on a pu traiter. Et pour tous les autres, je continue aujourd'hui avec un point théorique sur ce qu'on va appeler les fonctions réciproques. Donc c'est particulièrement important de regarder au moins les 4 vidéos précédentes, donc 2 vidéos de cours, 2 vidéos d'exercice, pour bien comprendre tout ce que j'explique sur les applications, la bijectivité et toutes ces choses. Ça va être important pour suivre la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une fonction réciproque? En fait, vous imaginez une fonction, une application, d'un ensemble E dans un ensemble F. Ce qu'on appelle une application réciproque, c'est une application qu'on va noter f puissance moins 1, mais c'est une application de f dans E. Et en fait, vous imaginez bien ce que va faire la réciproque, c'est-à-dire la réciproque, elle va, entre guillemets, défaire ce que fait la fonction. Donc, pour que la fonction f moins 1 soit une fonction réciproque, il faut que pour tout x appartenant à E, je me suis trompé sur les notations ici, mais c'est pour tout x appartenant à E, si vous appliquez f moins 1 de f de x, il faut que vous retombiez sur x. Donc pensez par exemple à la racine d'un nombre carré, ou le ln de l'exponentielle. Enfin, l'idée de la fonction réciproque, c'est en gros, il faut que la fonction f-1, elle annule, entre guillemets, ce qu'a fait la fonction f. Et en fait, il faut que ça marche dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que, donc f va de E dans f-1 va de f dans E, donc il faut que pour tout élément de E, si vous appliquez d'abord f, et ensuite f-1, vous retombiez sur l'autre élément, donc c'est ce qu'on a sur la première ligne, f-1 de f de x est égal à x, et pour tout élément de l'ensemble f, il faut que si vous faites d'abord f-1 et ensuite vous rappliquez f, donc c'est-à-dire f de f-1 de y, vous retombiez sur y. Une autre manière d'écrire les choses, ce serait d'écrire avec une composition f-1 rond f, qui est égale à une fonction, en fait, la fonction qui à tout élément va renvoyer cet élément, on appelle ça l'identité. Alors l'identité, on la note id, et généralement on précise l'ensemble de départ de cette application. Donc ça, c'est l'identité. Donc la fonction f-1 est la réciproque si f-1 rond f est égal à l'identité de E, et si f rond f-1 est égal à l'identité de f. Alors si vous avez un doute sur est-ce que je mets E ou F selon l'ordre avec lequel je fais la composition, eh bien pensez simplement à quel doit être l'ensemble de départ de la composée. Ici c'est f-1 rond f, donc c'est-à-dire que j'applique d'abord f, il faut que le x que je donne à cette fonction composée, il faut que ce qui soit dans le domaine de f, donc il faut qu'il soit dans E. C'est pour ça que j'ai un E ici. Et de la même manière, ici, il faut que j'ai un f. Alors, bien sûr, là, je ne suis pas du tout en train de dire que si on a une fonction, on a forcément une fonction réciproque qui existe. Et justement, on verra un peu plus tard des conditions sur l'existence d'une fonction réciproque. Mais à partir du moment où vous arrivez à trouver une fonction qui vérifie ces deux points-là, c'est une fonction réciproque. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je peux vous donner, par exemple, je vous disais carré, racine carrée, exponentielle, logarithme. Donc attention, on va essayer de bien définir correctement quand même les applications pour être sûr que la réciproque est bien définie. Donc si je prends la fonction qui a x, alors il faut bien préciser l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. La fonction qui a x associe x carré, fonction carrée, mais attention, si je veux une réciproque, en fait, ma réciproque, qu'est-ce que ça va être? A priori, ce sera la fonction racine. Sauf que là, il faut bien faire attention au domaine de définition. La fonction racine, on sait qu'elle est définie sur R+, et qu'elle renvoie un nombre qui appartient à R+. Donc ma fonction carrée, il faut aussi que je la définisse de R+ dans R+. Parce que si je définis la fonction carrée de R dans R ou de R dans R+, dans ces cas-là, je n'aurai pas f-1 qui est une fonction de f dans E, donc faites bien attention. Alors ici, je vais mettre des couleurs différentes pour que vous compreniez ce qu'est E et ce qu'est F, parce qu'en l'occurrence, les deux sont les mêmes. Alors ici, ce serait R+, sauf que là, c'est E, et là, dans ces cas-là, ce serait E. Ici, on aurait F, dans ce cas-là, la fonction réciproque, elle parle de f. Alors ici, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant, parce que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée est le même. Mais ce sera plus parlant peut-être avec l'exponentielle. Parce que si je prends maintenant l'exemple de l'exponentielle, si je prends la fonction exponentielle, c'est la fonction qui a tout nombre réel associé à un nombre réel strictement positif, donc x, qui a x associé exponentielle de x, eh bien, sa fonction réciproque, vous vous en doutez bien, c'est la fonction ln, mais là, justement, vous allez voir que, regardez,
j'allais de R dans R plus étoile, ici c'est une étoile, et cette fois-ci, la fonction réciproque, logiquement, elle va de R plus étoile dans R. Et donc c'est la fonction qui a x associé ln de x. Alors, je ne fais pas la preuve détaillée du fait que les propriétés 1 et 2 sont vérifiées, vous pouvez tester directement. Exponentielle de ln de x, ça fait bien x, et ln de exponentielle de x, ça fait bien x. X carré, racine carrée de x carré, ça fait bien x. Alors évidemment, si x est un nombre qui appartient à R+, et racine carrée de x, le tout au carré, ça fait aussi x, si x est un nombre qui appartient à R+. Donc on a bien les propriétés, propositions 1 et 2 qui sont vérifiées. Alors il y a quelques propriétés assez intéressantes sur les fonctions réciproques. C'est qu'en fait, si on a deux fonctions qui ont une fonction réciproque, f et g, on peut trouver la fonction réciproque de la composée. Et comment est-ce qu'on va trouver la fonction réciproque de la composée? Attendez, je décale pour avoir un peu plus de place. La fonction réciproque de la composée, en fait, on va avoir f rond g moins 1 qui est égal à g moins 1 rond f moins 1. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Bah regardez, si je fais g moins 1 rond f moins 1 avec la formule que j'ai proposée, donc rond f rond g, c'est-à-dire ma réciproque composée avec ma fonction de départ, mais en fait, il faut impérativement que ça se fasse dans cet ordre, parce que regardez, là, ça va se simplifier, ça va me faire une identité. Donc en pratique, quand vous composez par l'identité, ça ne change rien, on dit que c'est un élément neutre. Donc en fait, là, ça va se simplifier, je vais avoir g-1 rond g, et g-1 rond g, ça va être l'identité. Alors, je vais un petit peu vite sur cette explication. Évidemment, il faudrait peut-être préciser quel est l'ensemble de départ de f, celui d'arrivée de f, idem avec g, et on pourra ensuite pouvoir préciser de quelle identité il s'agit ici. Mais voilà, vous comprenez un petit peu pourquoi c'est inversé. C'est parce que quand on fait le produit avec la fonction, en fait, finalement, les termes qui étaient, enfin, disons que le f qui était à droite, c'est important qu'il se retrouve à gauche, comme ça, en ayant un terme à droite et un terme à gauche, ils vont se combiner et se simplifier. Et évidemment, ça marche aussi si vous faites l'opération dans l'autre sens. C'est-à-dire si vous faites d'abord f rond g et qu'après vous composez avec ça, g-1 rond f-1, bah cette fois-ci c'est le g et le g-1 qui sont au milieu qui vont se compenser. Et on a aussi une propriété quand même assez intéressante, c'est que la réciproque de la réciproque, eh bien, c'est la fonction f. Bah oui, parce qu'en fait c'est exactement juste une application de ça. C'est f-1 rond f, c'est égal à l'identité, f rond f-1, c'est égal à l'identité. Donc en gros, là, ce que je suis en train de dire, c'est quelle est la fonction qu'il faut que je compose avec f-1 pour avoir l'identité, bah, je vois bien que cette fonction, c'est f. Donc f, c'est bien la réciproque de f-1. Donc ça peut quand même être assez utile quand vous avez des calculs, notamment ces deux propriétés. On les utilisera peut-être pas forcément tout de suite dans les exercices, mais retenez en tout cas qu'elles existent, ça peut toujours être utile. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est dans quel cas cette fonction réciproque existe. Et en l'occurrence, ce qu'on va voir, c'est que la fonction réciproque existe si et seulement si f est bijective. Bah, en fait, c'est assez intuitif à comprendre, parce que bijective, rappelez-vous, ça veut dire que chaque élément de l'ensemble de départ est associé à un unique élément de l'ensemble d'arrivée et qu'on peut faire les choses réciproquement, c'est-à-dire chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il va avoir exactement un antécédent. Donc comme il a exactement un antécédent, on voit bien qu'on peut redéfinir une fonction dans l'autre sens. En fait, le problème, c'est, voilà, très schématiquement, imaginez, vous avez voilà, un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Je vais vraiment imaginer quelque chose de très simple, je mets juste deux éléments. Si vous avez quelque chose qui, par exemple, ici, comme ici, n'est pas surjectif, eh bien, vous ne pouvez pas aller dans l'autre sens. Parce que celui-là, il n'aurait pas d'image. Vous ne pouvez pas imaginer une fonction réciproque. Autant vous pouvez faire f en allant de gauche à droite, mais vous ne pouvez pas aller de droite à gauche. Donc quand c'est pas surjectif, ça ne marche pas. Si c'est pas injectif maintenant, bah, en fait, si c'est pas injectif, je vais remettre un peu le même exemple, mais là, finalement, l'exemple que j'avais montré avant n'était pas injectif non plus. Imaginez, voilà, cette fonction-là. Si c'est pas injectif, eh bien, donc là, non seulement c'est pas surjectif, bon, on pourrait très bien imaginer un cas où c'est surjectif mais pas injectif. Par exemple, je peux rajouter un troisième point ici à cette fonction, à cet ensemble, pardon, et ce troisième point irait ici. Là, on a un exemple d'application qui est surjective mais qui n'est pas injective. Mais en fait, ici, le point problématique, ça va être celui-là. Si je veux faire une fonction réciproque, c'est-à-dire aller de la droite vers la gauche, quelle va être
f de f-1 de cet élément-là? En fait, j'en sais rien, parce que j'ai deux possibilités. Donc on voit bien, quand c'est pas injectif, c'est problématique, parce que si c'est pas injectif, ça veut dire qu'il y a un élément de l'ensemble d'arrivée qui a au moins deux antécédents. Et dans ces cas-là, comment choisir le bon antécédent quand on fait une réciproque? Donc ça, disons un peu intuitivement, ça permet de comprendre pourquoi il faut que ce soit bijectif. Après, on peut le prouver formellement, hein, c'est-à-dire, là, on a une équivalence à montrer, donc on va faire avec la technique classique, double implication. Alors, on suppose que f-1 existe. Donc ça veut dire qu'en gros, il existe une fonction telle que, enfin, quand je dis f-1 existe, ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser à un moment donné dans mes calculs le fait que, je vais écrire ça ici, le fait que f-1 rond f est égal à l'identité de E, et le fait que f rond f-1 est égal à l'identité de f. Bon, alors, qu'en est-il de l'injectivité? Eh bien, l'injectivité, on va supposer A et B, donc AB appartenant à E, tel que f de A égale f de B. Bon, a priori, moi je ne sais pas grand-chose sur f. La seule chose que je sais, c'est que je peux la composer à droite ou à gauche par f-1. Eh bien, par exemple, je vais prendre la première ligne, regardez. Je vais composer par f-1. Donc, si f de A égale f de B, c'est-à-dire que f-1 de f de A est égal à f-1 de f de B. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de raisonner par équivalence, c'est juste une implication directe. Sauf que f-1 de f de A, bah regardez, c'est l'identité. Donc à la fin, ça me fait A égale à B. Donc c'est bien injectif. Maintenant, est-ce que mon application est surjective? Eh bien, toujours la même chose, c'est on prend y appartenant à f. Et en fait, cette fois-ci, on va utiliser l'autre propriété, parce que regardez, on sait que f de f-1 de y appartient à f. Pardon, non, f de f-1 de y est égal à y. Et bien dans ces cas-là, quel est l'antécédent qu'on va trouver pour y par la fonction f? Ben, on pose x égale à f-1 de y. Il existe, parce que la fonction réciproque existe. Et donc, on a bien f de x égale y. Donc tout élément, alors f de x égale y, petite précision aussi pour bien montrer qu'on est bien dans le bon ensemble, évidemment, x égale à f-1 de y, par définition de f-1, f-1, on a dit que c'était une fonction de f dans E, donc f-1 de y, ça appartient bien à E. Et on a f de x égale y, donc c'est bon, c'est-à-dire que la fonction est surjective, parce qu'on a trouvé un antécédent pour y. Maintenant, réciproquement, on suppose que f est bijective et on montre que f-1 existe. Eh bien, on note soit y appartenant à f, et ce qu'on va faire, c'est qu'on définit, on note, on pose f-1 de y. Donc f-1, elle n'existe pas là dans la réciproque. Là, nous, on sait juste que f est bijective, on veut montrer que f-1 existe. Donc en fait, nous, on va poser f-1 de y, l'unique antécédent. On sait qu'il existe parce que f est bijective. L'unique antécédent de y par f. Alors, par définition de f-1 de y, f-1 de y, on dit que c'est l'unique antécédent de y par f. Donc ça veut dire, disons, pour tout y, si f-1 de y est l'unique antécédent de y par f, bah, ça veut dire que si je fais f de cette chose-là, je vais tomber sur y. Donc ça veut dire que f de f-1 de y est égal à y. Donc j'ai vérifié déjà une des deux conditions pour la fonction réciproque. Mais ça, c'est vraiment, ça vient de la définition d'un antécédent. Là, je ne suis pas du tout en train d'utiliser les propriétés de la réciproque, c'est juste j'utilise la définition d'un antécédent. Alors, ensuite, maintenant, imaginez, il faudrait faire maintenant le même travail pour x appartenant à E. Il faudrait montrer que si je prends x appartenant à E, j'ai f de f-1 que j'ai f-1 de f de x qui soit égal à x. Et en fait, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite astuce. Notamment, je vais me débrouiller pour... Enfin, l'avantage, parfois, quand vous avez des composés comme ça qui vont un peu se simplifier, en fait, vous pouvez composer un petit peu autant de fois que vous voulez, et ça peut toujours vous donner quelque chose d'intéressant. Alors, nous, ce qu'on sait,
c'est que si je fais f-1 de f de x, qu'est-ce que c'est f-1 de f de x? Bah, f-1 de f de x, on a dit que quel que soit y, en fait, quel que soit le y que je choisis, f-1 de y, c'est l'unique antécédent de y par f. Donc f-1 de f de x, c'est l'unique antécédent de f de x par f. Donc, ça veut dire, en fait, de la même manière avec la définition d'antécédent, que f de toute cette chose-là, en fait, voilà, je vous remets encore les couleurs, c'est ça, c'est l'antécédent de ça. Donc, c'est-à-dire que f de tout ça, f-1 de f de x, c'est égal à f de x. Sauf que, alors attendez, regardez bien quand même ce qu'on cherche à montrer, nous. Nous, on cherche à montrer que f-1 de f de x, c'est égal à x, finalement. Nous, ce qu'on cherche à montrer, c'est que ça est égal à ça. Et comment est-ce qu'on va conclure? Eh bien, on a f de quelque chose égale f d'autre chose, sauf qu'en fait, notre fonction est injective. Donc f est injective. On le sait par hypothèse, parce qu'on sait que f est bijective. Donc, comme on a f de ce que j'ai souligné en rose égale à f de ce que j'ai souligné en rose, eh bien, ça veut dire que les deux choses que j'ai soulignées en rose sont égales. Donc, f-1 de f de x qui est égal à x. Et donc, c'est prouvé. J'ai ma relation, alors si je reprends les notations d'avant, ça c'était le point 1, pour la définition d'une réciproque, et ça c'était le point 2. Et en l'occurrence, le fait que la réciproque soit définie pour tout y, bah pour tout y, l'unique antécédent existe, donc la réciproque est bien définie. Et vous voyez bien qu'avec cette démonstration, on voit qu'il faut nécessairement que la fonction soit bijective pour que la définition de la réciproque ait un sens. Alors, il y a une chose qui est quand même assez intéressante avec les fonctions réciproques, c'est qu'on va pouvoir déterminer leur dérivée à partir de la dérivée de la fonction standard. Et donc, en fait, vous prenez une fonction bijective. Alors, si f est dérivable en a, donc vous imaginez que f est dérivable en a, eh bien, f-1, la fonction réciproque, elle va être dérivable en f de a. Alors, elle va être dérivable en f de a, on va dire, à une seule condition, c'est que f' de a soit différent de 0. Donc là, effectivement, il faudrait rajouter ça. F dérivable en a et f' de a différent de 0. Si f est dérivable en a et que f' de a est différent de 0, eh bien f-1 est dérivable en f de a. Alors j'ai mis b, et en l'occurrence, la dérivée de la fonction réciproque en ce point b, donc en f de a, c'est 1 sur f' de f-1 de b. Alors, c'est vraiment important que quand vous faites la dérivée d'une fonction réciproque, de manière générale, quand vous allez calculer f-1' de x, il faut vraiment faire attention à ça, que la dérivée de f-1 de x, enfin f' de f-1 de x, il faut que ce soit différent de 0. Donc vous verrez dans les exemples, on fera bien attention à ce que ce soit différent de 0 à chaque fois. Alors, il y a une petite astuce pour retenir cette formule. En fait, si vous imaginez la fonction f de f-1 de x, vous savez que c'est égal à x. Et donc en fait, si vous dérivez à droite et à gauche j'ai la dérivée d'une composée. Donc ça me ferait f-1' de x fois la dérivée de f' de f-1 de x. Donc ça, c'est juste la dérivée d'une composée. C'est j'ai une fonction, une deuxième fonction, j'applique la dérivée d'une composée. Et quelle est la dérivée de x? C'est 1. Et donc maintenant, ça veut dire que ce terme-là, si vous divisez à droite et à gauche par ce terme-là, donc autrement dit, si vous faites passer de l'autre côté au dénominateur, mais en fait, vous retombez exactement sur la formule qu'on a au-dessus. Donc ça peut être une petite astuce pour se souvenir dans quel ordre la formule apparaît. Après, ça se prouve, hein, on peut le prouver. Donc, imaginons que f soit dérivable en a. Donc, si f est dérivable en a, avec f' de a qui est différent de 0. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que f est dérivable en a? Ça veut dire que f de x moins f de a sur x moins a tend, quand x tend vers a, vers f' de a. Donc maintenant, prenons un y appartenant à f.
Et on va noter x qui est l'antécédent de y, enfin, ou l'image de y par la fonction f-1. Et bien dans ces cas-là, si je veux savoir quand est-ce que la fonction est dérivable, enfin, si je veux avoir la dérivée de la réciproque, en fait, idéalement, il faudrait que je calcule la limite quand y tend vers b de f-1 de y moins f-1 de b sur y moins b. Fondamentalement, c'est à ça que va revenir le calcul de la dérivée. C'est la limite de ça quand y tend vers b. Donc je l'écris, la question c'est qu'est-ce que ça donne quand y tend vers b, ça. Et là justement, le tour de l'astuce, c'est de repasser à la définition de la fonction standard. f-1 de y, qu'est-ce que c'est? C'est x. f-1 de b, avec les notations qu'on a prises là, b égale f de a, f-1 de b, c'est a. Donc là, on a x moins a divisé par f de x moins f de a. Sauf que ça, c'est quoi? C'est très exactement 1 sur f de x moins f de a sur x moins a. Donc quand x tend vers a, alors, en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est... La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand y tend vers b? Mais en fait, justement, quand y tend vers b, en fait, on peut montrer que x tend vers a. Et comment on va le montrer ça? Alors, je ne développe pas forcément énormément, mais on pourrait établir que si f est continu, la fonction réciproque est aussi continue. Et en l'occurrence, donc ça, c'est le point qui n'est pas prouvé dans cette démonstration, mais en l'occurrence, c'est vrai. C'est par continuité de la fonction réciproque, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir f-1 de y qui va tendre, quand y tend vers b, vers f-1 de b. Sauf que, qu'est-ce que c'est f-1 de y? C'est x. Et f-1 de b, c'est a. Donc, autant dire, quand y tend vers b, finalement, x tend vers a. Et donc, quand x tend vers a, on sait que cette limite-là, ce quotient-là, il tend vers f' de a, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, ça fait 1 sur f' de a. Et 1 sur f' de a, eh bien, a, qu'est-ce que c'est? C'est f-1 de b. Donc, ça fait 1 sur f' de f-1 de b. Alors pourquoi est-ce qu'on repasse à cette expression qui a l'air plus compliquée? Eh bien c'est pour avoir la même variable quand même. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est à la fin, je veux f-1' de b. Enfin disons ça, ce que j'ai ici, c'est égal à f-1' de b. Donc c'est quand même important que j'ai la même variable ici, le b, et ici le b. Si j'avais un a et un b, ce serait un petit peu difficile à comprendre. Donc voilà pour cette formule, la dérivée d'une fonction composée avec les hypothèses, que j'ai utilisées. Alors, il y a un aspect quand même assez intéressant, des aspects graphiques assez intéressants sur les fonctions réciproques. En fait, les fonctions réciproques, dites-vous que de manière générale, la courbe représentative de l'une est symétrique et la symétrique de l'autre par rapport à ce qu'on appelle la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x. Et en fait, c'est pas très surprenant non plus que, enfin, la règle au niveau des dérivés, on a, rappelez-vous la règle des dérivés, c'est si vous avez b égale à f de a, donc je vais noter ça ici. Ce que je disais, c'est que f-1' de b, c'est égal à 1 sur f' de a. Eh bien, c'est pas forcément très surprenant, parce que par exemple, mettons si vous preniez, je sais pas, mettons si vous mettez a ici. Si vous mettez a ici, dans ces cas-là, vous avez f de a qui est là. Donc ça, ce serait b. D'accord? Et donc pour reporter b ici, on mettrait là. Et si je regarde f-1 de b, ce serait là. Donc là j'ai a, là j'ai le point de coordonnée af de a. Là j'ai le point de coordonnée b f-1 de b. Enfin, en fait, c'est assez logique que ce soit symétrique. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est f-1 de b? C'est a. Et qu'est-ce que c'est f de a? C'est b. Donc là j'ai ab, là j'ai ba. Donc en fait, vous comprenez bien pourquoi j'ai cette symétrie. Et maintenant, au niveau des coefficients directeurs de la dérivée, enfin au niveau des coefficients directeurs des tangentes, c'est quelque part c'est assez cohérent, parce que là, j'ai un certain, disons j'ai une droite qui a un certain coefficient directeur,
Donc le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. C'est, par exemple, si ce coefficient directeur c'était petit m, eh bien je sais que quand j'ai un symétrique, là, le coefficient directeur, enfin, regardez, là je décale d'un carreau à droite, je monte d'un certain nombre de carreaux, et ben là, c'est en fait, avec le symétrique, c'est l'inverse, c'est quand je descends d'un carreau que je vais vers la droite de ce nombre de carreaux. Donc là, le coefficient directeur de cette droite-là, ce serait 1 sur m. Et en fait, c'est pour ça qu'on a enfin, graphiquement, ça se comprend assez bien quand même cette formule avec l'inverse. Le fait que la dérivée de la réciproque, en fait, c'est l'inverse de la dérivée de la fonction de base. Alors la seule chose qui est un petit peu technique là-dedans, c'est qu'il faut faire attention, parce que là j'ai un B, là j'ai un A. Donc c'est vrai que ça redonne une expression un peu plus compliquée si on veut mettre soit que des A, soit que des B. En tout cas, il faut retenir, c'est assez cohérent avec la représentation graphique. Alors un complément assez intéressant sur les fonctions réciproques, c'est ce qu'on va appeler les fonctions circulaires réciproques, c'est-à-dire les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Alors évidemment restreintes à un intervalle, mais en l'occurrence, je vais vous présenter une fonction réciproque, qui est la fonction arc-cos. Donc on prend le cosinus ici, vous voyez, entre 0 et pi. Alors pourquoi cette fonction admet une réciproque? Eh bien en l'occurrence, parce que cette fonction, elle est strictement décroissante sur son domaine de définition, et comme elle est strictement décroissante, eh bien elle est bijective. Alors, elle est bijective, disons, parce que en fait, on voit bien que toutes les valeurs, enfin, le fait qu'elle soit strictement décroissante nous dit qu'elle est injective. On peut pas avoir deux images, enfin disons deux antécédents différents qui vont donner la même image. Et en fait, en l'occurrence, -1, on voit que toutes les valeurs sont atteintes, donc c'est bijectif. Et donc sa fonction arc-cos, c'est la fonction réciproque. Alors, oui, c'est au niveau de la notation, j'ai mis un peu n'importe quoi. C'est la fonction qui a x appartenant à 0π associée. Enfin non, pardon, la fonction. Non, alors, c'est la fonction qui va de 0π dans -1, 1, voilà, c'est comme ça. Et donc la fonction arcos, elle va, dans ces cas-là, logiquement, de -1, 1 dans 0π. Et donc on va utiliser cette fameuse formule de la dérivée pour savoir quand est-ce que la fonction arcos est dérivable. Et en l'occurrence, ce que je vous avais dit, c'est que arcos, alors la fonction cosinus, elle est dérivable partout sur son domaine de définition. Donc là, c'est pas forcément très problématique de savoir quand est-ce qu'elle est dérivable. Par contre, la chose qu'il faudrait se poser, c'est de savoir quand est-ce que, mettons, si je prends un A appartenant à l'intervalle 0π, la question qu'il faudrait se poser, c'est quand est-ce que cos' de A est égal à 0. Et cos' en l'occurrence, on sait que la dérivée du cos, c'est moins sin. Donc c'est quand est-ce que moins sin de A est égal à 0. Et en l'occurrence, quand est-ce que moins sin de A est égal à 0, c'est... Alors dans l'intervalle en question, c'est si A appartient à l'intervalle... Enfin, A est égal à 0 ou A égale à pi. Donc attention, c'est bien des accolades, hein, c'est pas un intervalle, évidemment. Et donc ici, on a que f-1 est dérivable en b égale à f de a. Donc en l'occurrence, la question c'est, on se pose simplement la question, que vaut f de 0? Eh bien f de 0, ça vaut 1. Que vaut enfin f cos, évidemment. Que vaut cos de 0? Ça vaut 1. Que vaut cos de pi? Ça vaut moins 1. Donc finalement, on a que la fonction arcos est dérivable sur... Alors, elle est définie sur -1, 1, mais elle n'est pas dérivable en ce point 1 et en ce point -1, parce que en fait, on a la dérivée de cos prime de A, qui serait égale à 0. Donc là, ça ne fonctionnerait pas. Donc, elle est dérivable sur -1, 1. Et en l'occurrence, on peut utiliser la formule de la dérivée d'une réciproque pour dire que arc prime de x, c'est égal à 1 sur cos prime de arc cos de x. Donc vous regardez la formule que j'ai donnée précédemment sur les réciproques. La f-1' de x est 1 sur f' de f-1 de x. Et donc ça fait -1 sur le sinus de arc cos de x. Alors, et en l'occurrence, on voit bien que là, heureusement, enfin, nous, le arc cos de x, on voit qu'il ne peut pas être égal à 0 ou à pi. Parce qu'en fait, j'ai exprès éliminé 1 et -1
comme valeur d'entrée possible pour la fonction arccos dans cette dérivée, donc le sinus n'est pas égal à 0, donc c'est bon. Alors, il y a une petite astuce, c'est qu'en fait, ce sinus de arccos de x, il n'est pas très arrangeant, donc on va trafiquer un petit peu. On va dire, et en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir trafiquer? Eh bien, en fait, on va remarquer que arccos de x, il appartient à 0π, par définition. Enfin, quel que soit x appartenant à moins 1, arccos de x est dans 0π, par définition, disons, enfin, au niveau des domaines de la réciproque. Et donc, si vous regardez sur trigonométrique, un angle entre 0 et π, il a un sinus qui est toujours positif. Donc en fait, sinus de arccos de x, c'est positif. Donc comme c'est positif, bah, c'est égal à la racine de son carré. Et là, l'avantage de passer par la racine de son carré, c'est quoi sin carré? Bah, sin carré, c'est 1 moins arc cos de x. Enfin, c'est 1 moins cos de x, pardon. Sin carré, c'est 1 moins cos de x. Donc là, c'est 1 moins cos de arc cos de x. Sauf que qu'est-ce que ça fait? Alors, et au carré, évidemment. Sauf que qu'est-ce que ça fait 1 moins cos de arc cos de x? Eh bien, ça fait 1 moins x carré. Enfin, cos de arc cos de x, ça fait x. Donc là, on a 1 moins x carré. Et donc, ce qui fait que la dérivée de la fonction arccos, on peut simplifier ça en moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Et là, c'est intéressant, parce qu'on avait une fonction trigonométrique, on avait une réciproque, et on se retrouve avec une dérivée qui n'a pas du tout, enfin qui n'a rien à voir, qui ne fait pas intervenir de formule trigonométrique. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, le point clé, c'est qu'on a utilisé le fait que ce sinus, comme il est positif, comme en fait, je fais sinus de quelque chose qui est entre 0 et π, donc j'ai un sinus positif, donc comme c'est positif, j'ai le droit de dire qu'il est égal à la racine carrée de lui-même au carré. Ce qui n'est pas le cas si j'avais eu un sinus négatif. Là, pour le coup, il aurait fallu distinguer, ça aurait pas été aussi simple que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on voit qu'on a une manière assez simple de calculer une dérivée d'une fonction, et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette fonction ne fait pas apparaître de fonction trigonométrique quand on la dérive. Alors, à titre d'exercice, je vous propose une fonction définie sur R, et je vous demande déjà premièrement de me trouver l'ensemble d'arrivées qu'il faudrait choisir pour cette fonction pour que f soit bijective, et ensuite me déterminer la fonction réciproque. Ensuite, deuxième exercice, un exercice sur les fonctions circulaires réciproques. Le travail que j'ai fait avec le cosinus et le arccos, en fait, vous essayez de faire la même chose avec sinus arcsin, tangente arctan. Alors, je vous ai mis déjà les domaines de définition, parce qu'en fait, les fonctions trigonométriques, si vous voulez, on peut toujours choisir un peu un domaine qui nous arrange pour que ce soit bijectif. Hein. On a beaucoup de possibilités, mais en l'occurrence, on a, enfin, disons, c'est reconnu, disons, par les mathématiciens que les fonctions réciproques cosinus, sinus et tangente, c'est défini avec les domaines que je vous ai donnés. Donc vous allez travailler avec ces domaines-là. Voilà. Alors, évidemment, quand je vous demande la dérivée, ici, il faut aussi me donner le domaine de dérivabilité, parce que comme on a vu dans l'exemple de l'Arcos, en fait, il peut y avoir des cas où la dérivée n'est pas définie. Donc, essayez quand même aussi de réfléchir à ça. Utilisez le critère que je vous ai donné, c'est-à-dire par rapport au fait que la dérivée de la fonction de base ne doit pas être nulle. Voilà, donc je vous laisse bien réfléchir à ces exercices-là. C'est pas forcément des exercices compliqués, encore une fois, alors peut-être que je dis ça souvent, mais bon, là, en l'occurrence, si vous suivez les méthodes, ça devrait pas être très difficile, mais ça va vraiment vous aider à vous familiariser avec ces notions quand même assez importantes. Donc je vous souhaite bon courage pour ces exercices, et je vous donne rendez-vous demain pour la correction. Allez, à bientôt.